Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron. Je suis Fabrice, je suis votre hôte et cette semaine, je vous propose d'écouter l'histoire de Mathieu. Mathieu n'aura, a priori, jamais d'enfant à lui, mais il adore ses beaux enfants pour qui il a commencé par écrire des histoires à lire avant le coucher. Pourquoi je vous parle d'histoire ? Parce que de fil en aiguille, Mathieu s'est petit à petit pris au jeu jusqu'à créer aujourd'hui une plateforme qui propose aux parents des histoires à écouter ou à télécharger. Alors dans cet épisode, il vous raconte le rôle de ces histoires, mais aussi comment il a petit à petit pris ce rôle de beau-père au sein de la famille recomposée, de ses difficultés et de ses joies aussi. Vous avez été nombreuses et nombreux à me réclamer au fil du temps un épisode mettant en scène un beau daron. J'espère que l'histoire de Mathieu vous plaira. Ce podcast va devenir une partie intégrante de mon nouveau projet de magazine pour accompagner les futures lectrices et les lecteurs dans leur vie d'adulte. Il va sortir dans quelques temps, mais vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire à notre newsletter dans le lien que vous pourrez trouver dans les notes de ce podcast. Vous recevrez des questions et des infos pour suivre la progression du projet. J'espère que ça vous plaira. Si vous suivez Histoire de Daron, abonnez-vous au podcast sur vos applis de podcast préférés, Apple Podcast sur iPhone par exemple, ou alors Podcast Addict sur Android. Mais vous pouvez aussi retrouver Histoire de Daron sur Deezer, sur Spotify, sur SoundCloud et même sur YouTube. Vous retrouverez tous les liens dans les notes de ce podcast. Enfin, n'oubliez pas, même si vous écoutez en podcast sur votre téléphone mobile, surtout n'hésitez pas à venir me laisser un commentaire sur l'épisode sur YouTube. Ça me fait toujours un immense plaisir. Sur ce, j'ai assez parlé et je vous dis à tout de suite avec Mathieu. Alors on est avec Mathieu. Salut Mathieu. Bonjour. Ça va ? Ouais, très bien. Quel âge as-tu ? Est-ce que tu peux te présenter ? Bientôt 38 ans. C'est bien. Voilà. Magnifique. Je suis presque vieux, d'après mes enfants. Pour expliquer un petit peu, et parce que sur Histoire de Daron, en général, on est transparent. Enfin, en général, non, on est tout le temps transparent. Qu'est-ce que je raconte ? J'ai entendu parler de ton histoire par l'intermédiaire de Lucie Cosmala, qui est chez Mademoiselle depuis plusieurs années, qui est en train de quitter Mademoiselle. Elle m'a raconté ton histoire en 2 secondes. Elle m'a dit qu'en fait, tu étais en train de monter une boîte dont l'objectif était de proposer aux parents des histoires à lire à leurs enfants. C'est ça, si je ne me trompe pas ? C'est proposé aux parents, mais surtout aux enfants de 6 à 10 ans, de lire sur des supports digitaux, donc tablettes, smartphones et ordinateurs. Des histoires courtes. Et donc elle m'a dit que tu étais hyper fan toi-même à la base ça vient de ta propre passion à toi qui est de lire des histoires à tes enfants. Alors, en plus de les lire, c'est qu'en fait avant je les improvisais. Je leur demandais un thème la veille, le matin, et puis le soir je leur racontais une nouvelle histoire. Donc chaque jour tu les... Chaque jour ça dépendait en fait, ça dépendait de quelle heure il était, parce qu'il faut qu'ils dorment aussi, si leur mère m'autorisait à raconter une histoire, parce que ça pouvait durer par moment 15 minutes ou 20 minutes, et puis sinon c'était assez régulier, oui. On a fait ça pendant 6 mois, et puis après pour des raisons professionnelles malheureusement j'ai été accaparé par le travail, mais oui, on le faisait régulièrement. Et donc t'as cette passion pour les histoires qui t'a dit ok, si ça m'intéresse moi, a priori, ça peut intéresser d'autres parents, quoi. Ouais, c'est ça. Je me suis dit, mes enfants aiment bien mes histoires, donc est-ce que d'autres enfants pourraient aimer mes histoires ? Est-ce que d'autres parents pourraient avoir ce besoin-là aussi ? Parce que des histoires de 10 minutes, on a une bibliothèque, on n'a pas... elle est forcément limitée. Raconter toujours les mêmes histoires, ça peut être intéressant, mais essayer d'ouvrir à de nouveaux univers, ça peut l'être aussi. Est-ce que la boîte est déjà créée ? Ta plateforme, sans doute pas, parce que c'est en cours de création, c'est ça pour l'instant ? C'est en cours de création, il y a une version gratuite en ce moment en ligne, et puis normalement on va lancer la version payante, parce qu'il faut payer moi je me paye pas, comme tous les entrepreneurs au départ. Pas tous, mais en tout cas... En tout cas, moi je préfère payer les gens qui travaillent avec moi d'abord, et puis en tout cas ça va pas coûter très cher, c'est 3,90 € pour l'accès à toutes les histoires qui existent déjà, et puis l'assurance d'avoir des nouvelles histoires chaque semaine. Et puis l'idée après ça va être de lancer ça courant de l'été, avec la vraie version qui va être trop super, qui va arriver en septembre. Ça s'appelle comment ? Telming. D'accord, ok. Bon, on mettra tous les liens pour les gens, si jamais ça vous intéresse de suivre, de lire des histoires à vos enfants, et puis en fait de suivre aussi l'histoire de ta propre boîte, ça peut être cool. L'un des autres, donc on va parler des histoires si tu veux bien, mais un peu plus tard, l'un des autres trucs qui fait que t'es un daron un peu à part, et beaucoup de monde m'a réclamé, s'il vous plaît, parlez-nous de famille recomposée, c'est que pour l'instant, toi, tu as tes beaux enfants. Exactement. Tes enfants, c'est ça ? Ouais, Alice et Martin, c'est 2 enfants absolument formidables. Ils se sont effectivement, je suis beau daron. Donc c'est particulier et je ne serai jamais papa. C'est acté, dans votre couple Ouais, ça a été la première décision que j'ai dû prendre. C'est-à-dire que Barbara, ma compagne, parce que on ne va pas l'appeler madame, ma meuf ou quoi que ce soit, elle a un prénom.
c'est quelqu'un que j'aime profondément, avec qui je veux faire ma vie et j'aimerais bien vieillir avec elle. Donc on verra ce que nous réservera le futur, mais on va tout faire pour. Et elle m'a dit, je ne veux pas. Enfin, on a abordé cette question puisque moi je sortais d'une relation et on se posait la question d'avoir un enfant. C'était quelque chose qui m'intéressait. Voilà. J'avais beaucoup peur aussi d'avoir un enfant parce que c'est un truc qui est très bête, mais je considère que le physique est important, mais le cerveau l'est encore plus. Et je sais pas, à un moment donné, je me suis intéressé beaucoup à l'autisme pour plein de raisons, et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'enfants qui peuvent l'être. Et je sais pas, c'était une espèce de peur en moi que j'avais, qui était de me dire, si j'ai un enfant et s'il a un problème, comment moi je vais pouvoir le gérer. J'ai une espèce de peur pas qu'il va pas pouvoir s'en sortir, parce que l'idée c'est de lui donner de l'amour, et aujourd'hui il y a plein de manières d'encadrer les enfants et de leur donner toutes les chances possibles, mais j'avais très peur de ça, et puis avec ma compagne à l'époque on attendait aussi d'être ensemble et de voir si notre couple marchait bien, etc., et ça marchait plutôt pas mal. Bon, après on s'est quittés, mais j'avais toujours un peu peur d'avoir un enfant alors qu'elle voulait, donc je retardais un peu l'échéance. Mais pourquoi l'autisme en particulier? Parce que c'est quand même très spécifique. Ouais, c'est très spécifique, mais c'est tout ce qui est troubles mentaux en fait. Et il y avait des statistiques qui sortaient sur le fait que mine de rien, il y a plus d'enfants autistes qu'on le pense, avec toutes les conneries qu'on mange ou tout ce qui se passe dans l'environnement. Bref, je sais pas. En tout cas, j'avais cette peur-là. C'est quelque chose dont je parlais. J'ai jamais eu honte de ça, même si ça peut paraître assez étrange. Mais vu que je réfléchis beaucoup, peut-être trop par moment, ça faisait partie des espèces de mini démons qui te murmure à l'oreille et qui te dit fais gaffe, machin, tout ça. Ok. En tout cas, je voulais quand même un enfant, mais avec Barbara, c'est posé la question de, elle ne veut pas d'enfant. L'idée, c'est pas de forcer quelqu'un à avoir un enfant, ce serait un peu dommage quand même. C'est pas des bonnes conditions pour en accueillir un, en tout cas. Et donc j'ai dû faire ce choix. Est-ce que tu veux un enfant ou pas? Et je me suis dit non. J'ai pleuré à un moment donné en me disant que j'aurais jamais d'enfant, c'est dommage. Et puis en fait, je me suis rappelé des valeurs avec lesquelles j'ai été élevé, de ce en quoi je crois, et c'est que la filiation, en fait, on n'a pas besoin d'un lien de sang pour la créer. Ça se fait en fait dans une relation et dans ce qu'on va construire avec les gens. Donc voilà, je me suis retrouvé avec 2 enfants qui ont été formidables parce qu'ils m'ont vraiment accueilli, c'est-à-dire qu'ils m'ont pas vu. Je pense que j'ai eu énormément de chance parce qu'il n'y a pas eu de. J'ai connu Martin quand il avait 4 ans et Alice quand elle avait. Je suis un peu nul en temps, hein, mais je crois que ça fait 3 ans et demi qu'on est ensemble, qu'on forme une famille. Ouais, donc. La grande avait quel âge à l'époque? Elle devait avoir 7 ou 8 ans. 7 ans. Okay. 7-8 ans, elle va avoir 10 ans, donc ça fait 3 ans. Ouais, c'est à peu près ça. Ça doit être ça. Et donc, ouais, ils m'ont accueilli. Je pense aussi parce qu'on a fait les choses normalement avec Barbara. C'est-à-dire que elle m'a présenté au bon moment aussi. Ça n'a pas été direct. Elle leur a expliqué probablement des choses. J'étais pas là. Et puis après, on va dire que l'autorité s'est posée naturellement en disant, en fait, aujourd'hui, en plus la séparation, les séparations c'est toujours compliqué, mais elle s'est plutôt bien passée. Où les parents ont été intelligents et ont tout fait pour les enfants. Donc ça aussi, c'est une bonne chose en général, de penser à tes mômes quand tu te sépares. C'est pas évident, je pense, mais bon, en tout cas là, ça s'est très bien fait et ce sont 2 personnes qui sont extrêmement intelligentes. Et donc oui, l'autorité, ça a été de dire, mais en fait, c'est Mathieu et maman qui maintenant donnent, ont l'autorité. Il faut les écouter tous les deux. Il y a pas, on écoute plus maman que Mathieu, etc. Et puis au fur et à mesure du temps, on a construit une relation. On a trouvé chacun sa place. Moi, j'étais plutôt au départ en observation et j'essayais de répliquer ce que faisait Barbara pour essayer de ne pas imposer mes règles dès le départ ou essayer de comprendre des choses. Et puis voilà. Alors attends, t'as dit plusieurs trucs parce que là t'as expliqué un long résumé et j'aime bien en général revenir dans les trucs. Déjà t'as dit que à un moment donné t'avais pleuré toi quand t'avais pris cette décision-là de choisir entre cette personne en fait qui est aujourd'hui. Alors vous êtes mariés ou vous êtes pas du tout. Non, vous êtes voilà. J'allais dire ta femme, mais je sais pas comment tu l'appelles. Union libre. Je veux ma meuf, Barbara. Quand t'as dû choisir entre Barbara et avoir tes propres enfants, tu disais que t'as pleuré. C'était quoi ce déclic-là pour toi à ce moment-là?
Alors, je m'en souviens très bien. Je me souviens pas de grand chose, mais là, je m'en souviens très bien. J'étais sur mon scoot en allant en traversant le bois de Boulogne pour me rendre à mon travail, enfin mon ancien travail, qui était à Suresnes. Et du coup, c'est très lié à ce que je fais aujourd'hui. Je me suis dit, c'est con, je pourrais jamais raconter des histoires à mon enfant. Voilà, c'est juste cette pensée-là. Et donc, j'ai pas pleuré de ouf pendant 3 heures. J'ai versé quelques larmes plutôt. Et j'ai été profondément triste le temps de cette espèce de longue ligne droite là, du bois. Et voilà, c'est tout. Et en fait, je me suis dit, mais non. Encore une fois, c'est pas le sujet. Oui. Mais c'est pas grave, t'aimes Barbara, ses enfants sont cool, et puis tu vas construire une famille. Vous allez construire une famille, parce que je suis pas tout seul. Oui. Donc voilà, ce sont des gens aujourd'hui. Alors je fais déjà une projection dans le futur, mais ce sont des gens aujourd'hui qui me donnent énormément de force, qui sont à la base de mon projet. En tout cas, c'est grâce à Alice et Martin, mais aussi parce que Barbara comprenait pas grand chose au projet, parce qu'au départ, je lui ai dit je veux écrire des histoires pour les enfants, mais elle croyait en moi, donc elle m'a dit vas-y lance-toi. Donc c'est plutôt cool quoi. C'est une cellule familiale qui est effectivement recomposée, mais plutôt je trouve assez équilibrée et forte, même s'il y a des trucs relous. Comme dans toutes les familles. Dans toutes les familles, je pense. C'est ça. Comment ça se passe, toi, la première rencontre avec ces mômes à l'époque que tu ne connais pas, qui sont déjà grands ? Qui sont déjà grands. La première vraie rencontre, en fait, c'est quand c'est quand je me souviens vraiment, c'est quand on est parti au ski ensemble. Où avec Martin, c'était une découverte. J'étais un nouveau garçon qui est rentré dans la cellule familiale. Ça a été un peu tendu. Mais là aussi, encore une fois, Barbara a été assez formidable. Et puis Alice, pareil. Enfin, c'est une fille qui commence à être un peu pré-ado parce qu'elle va bientôt rentrer au collège. Donc elle commence à être un peu pénible. Mais c'est pas très grave. Elle est vraiment géniale. Mais elle l'était déjà à l'époque. Donc je me souviens d'une petite fille qui était aussi pareil en observation, d'un petit garçon qui est comme aujourd'hui toujours aussi dynamique et complètement ahurissant. Et puis de vacances qui au départ étaient un peu dures, on va dire la première journée, et puis dès la première journée, à partir du moment où on en a parlé et Barbara a parlé un peu à Martin, ça s'est tout de suite vachement mieux passé, c'était génial. On avait eu quelques semaines, mois avant, mais c'est trop flou pour moi pour t'en parler exactement. Donc c'était vraiment ce moment-là qui, on va dire, est un moment fondateur et qui m'a dit ouais, tout va bien se passer, ça va être chouette. Et le petit garçon, il réagissait comment par rapport à toi ? Il te voyait un peu comme un... Il était un peu dur, il essayait enfin, mais je pense pas qu'il s'en rendait compte. Il était tout petit. Enfin, quand on a 4 ans, c'est plus instinctif qu'autre chose. Non, il faisait un peu son petit dur. Il était pas forcément agréable, mais pas de manière méchante. C'était parce que c'est un garçon qui est profondément gentil. Ouais, il essayait de me pousser à bout parce qu'en plus j'ai des manies, merci papa, sur la tenue à table et bon en fait forcément un enfant de 4 ans à table il va pas tout gérer comme un adulte peut le faire, donc je le reprenais sur ce genre de choses. Enfin bon bref, c'était un espèce de petit combat entre un tout petit mec et puis un vieux mec et donc mais c'était un combat gentil quoi. C'est quoi la tenue à table par exemple ? Il faut bien s'asseoir. C'est essayer d'être droit, essayer de tenir ses couverts convenablement. Enfin, c'est juste ça, pas mâcher la bouche ouverte. Là aussi, pareil, c'est faire des bruits de bouche. J'ai été un peu traumatisé quand j'étais enfant. Pas par mon père, c'est plus par mon frère qui est un peu tyrannique sur faut pas faire de bruit quand on mange. Mais bon, bref, c'est pas très grave. Donc forcément, c'est un héritage. Mais voilà. Enfin, c'est juste ça. C'est deux trois bêtises. Mais encore une fois, quand on est avec des enfants, c'est normal qu'ils soient avachis par moments, qu'ils fassent pas attention à leur coude sur la table, etc. Bref, mais c'est... Je pense qu'il y a un truc aussi qui est peut-être compliqué pour toi, c'est que tu les récupères entre guillemets à 4 ans où ils ont déjà eu... ils n'ont pas eu en tout cas cette transmission-là que tu aurais pu transmettre à tes propres enfants dès le plus jeune âge en fait, tu vois. Sans doute, mais je suis pas sûr que ce soit le truc le plus important dans la vie. Non, bien sûr que non. Non, mais bien sûr que non, mais si c'est des trucs toi en tout cas qui en tant que père te chafouinent, en tout cas en tant que personne, tout à fait, ouais. C'est le genre de truc que tu vas avoir tendance à transmettre. Mais je suis d'accord avec toi, c'est pas, ça relève plutôt d'une forme de rigidité que... Voilà, mais non, mais c'est en fait, oui, ça se voit, et puis en fait, je m'en amuse maintenant parce que je vois leur mère, comment elle mange, etc. Donc, enfin, je
je vois quand je vois Barbara manger, je vois Alice manger. Enfin, et après, Barbara mange très bien. Ne m'en veux. C'est ça, ne m'en veux pas, ma chérie, parce que sinon, je pense que je vais passer un mauvais quart d'heure. Non, elle mange très bien, mais elle mange un peu décalé, etc. Enfin bon, bref, c'est de biais. Bon, bref, peu importe, c'est pas important, mais effectivement, je récupère des enfants, donc c'était pas aussi. C'est quand on est beau-père, ou en tout cas quand on arrive dans une cellule familiale, c'est pas évident de se dire je me place comment. Et encore une fois, ce qui est super chouette, c'est moi le contexte dans lequel j'ai été, c'était en fait, on va essayer d'en parler un peu. On parle pas forcément beaucoup de ça avec Barbara, un peu, mais c'est pas non plus notre sujet de prédilection. Mais ouais, on est plutôt bien calé, on a plutôt les mêmes valeurs, donc ça se passe plutôt bien. Et ça s'est fait de manière assez instinctive. Et là, ils m'ont donné une place, et je pense que j'ai réussi à trouver ma place. Et avec la petite fille, tu as un souvenir marquant en fait de votre relation tous les deux, où tu t'es dit tiens, en fait, ok, je suis en train de trouver mes marques par rapport à elle. Avec Alice, ouais, c'est qu'en fait c'est plus maintenant qu'avant. Enfin, c'est cette année en fait où j'ai vraiment l'impression. Avant, je savais que je faisais partie d'une famille, mais je pense que c'est cette année particulièrement parce qu'au changement de travail, parce que je les vois plus aussi. C'est ça aussi qui est cool quand on est entrepreneur. On travaille un peu de chez soi. Enfin, on a ses propres horaires. On partage plus de trucs sur. Je lui ai fait écouter un podcast qui parle de l'histoire d'une petite fille qui est, je sais pas si je peux le citer, qui s'appelle Entre, qui est absolument chouette, où on voit Justine en fait qui fait sa transition du CM2 à la 6e, et je voulais le faire je voulais le faire écouter à Alice pour qu'elle se rende compte un peu d'un certain nombre de choses, que ça vienne. Qu'on vous conseille d'ailleurs. Enfin, en tout cas, moi, je vous le conseille. Il est formidable. Si vous cherchez des podcasts à écouter Entre, c'est fabuleux, quoi. Et voire même à le faire écouter donc à ses enfants, parce que c'est complètement safe. Et ça me permet d'échanger avec elle en lui disant t'as compris quoi, etc., etc. Donc c'était assez intéressant. Puis aussi parce que on échange des vidéos de danse, parce que moi, je kiffe, je kiffe ça. C'est sur YouTube, j'en regarde, j'ai des playlists. J'ai plein de choses que je regarde dans tous les sens. Des chorés en fait. Ouais, de chorés de plein de gens. Ma plus grosse frustration quand je suis allé à New York en 2017, parce que j'ai eu la chance d'y aller, c'était que World of Dance commençait après qu'on parte. Donc je me suis rabattu sur les matchs de la NBA. Mais parce que j'aime aussi le basket. Mais voilà, bref. Et donc on échange. Il y a vraiment des moments d'échange de complicité là-dessus. Et puis vu que j'ai commencé à écrire des histoires cette année, réellement, là, je vais me proposer en fait d'en écrire une si elle voulait. Elle était plutôt intéressée. Donc on essaye d'en écrire une en ce moment. Ensemble, de venir aussi au studio où on enregistre pour voir comment ça se passe. Là aussi, elle est plutôt réceptive, intéressée, mais réellement intéressée. Donc ça, c'est cool. C'est des petits moments comme ça, de complicité ou même de blague où par moments ça peut être tendu entre nous, mais en fait maintenant ça se détend et on rigole plutôt l'un de l'autre, donc ça c'est plutôt chouette. Et avec Martin, je pense que le vrai gros, ça c'est le moment guimauve, mais le vrai, parce que c'est un enfant qui est un garçon qui est super spontané et qui, encore une fois, est juste génial. Il y a pas de méchanceté chez lui en fait, vraiment pas. Et il y a beaucoup de bêtises par contre, beaucoup. Mais j'allais dire c'est un mec, mais on va encore me reprocher d'être sexiste. C'est ça. Mais de manière générale, les petits mecs, bon voilà. Ouais, mais lui, c'est vraiment encore plus. Je connais personne d'ailleurs, ces deux enfants, je connais personne qui a un avis négatif sur eux, réellement. Ils sont pas relous en fait. Mais lui, en fait, à un moment donné, est venu je sais plus quand est-ce que c'était, mais je crois que c'était plus l'an dernier, il était venu me faire un câlin en fait. Parce que ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu, et donc naturellement il était venu m'en faire un, et c'est bizarre en fait, mais c'était chouette. Après on partage des trucs mais pas encore complètement, enfin c'est un peu ouais, on s'amuse quand même. Et l'autre truc qui m'a fait vraiment plaisir, et ça m'a complètement fait marrer aussi, j'ai éclaté de rire à ce moment-là, c'est qu'il était crevé, je le gardais à la maison.
Il était malade, un petit peu malade. En fait, il me dit non, mais je vais me reposer. Il a l'air un peu sérieux. Non, mais je vais me reposer. Là, j'ai pas envie de jouer. Puis comme ça, je vais essayer de penser à une histoire. Donc c'est assez rigolo. Ils sont pas complètement embarqués dedans, etc. Et ils kiffent pas non plus mes histoires. Par contre, quand je leur en raconte ou quand je leur propose de leur en raconter, ils sont super attentifs. Et Martin, qui est plutôt du genre à partir un peu dans tous les sens, il essaye vraiment d'être attentif, de comprendre, il pose des questions sur les mots qu'il comprend pas, enfin c'est plutôt chouette. Donc tu te sens un peu soutenu et supporté, donc c'est chouette. Et c'est vraiment cette année où il y a des trucs qui se sont passés qui étaient vraiment cool, et je te dis, qui te donnent l'impression d'avoir une vraie place et de te dire t'as pas besoin d'avoir peur en tant que beau-père, parce que quand il y a eu aussi une autre espèce de peur, c'est un truc pareil, un peu chelou, mais c'est de te dire, en fait, il va rester quoi quand je serai vieux et je serai peut-être tout seul. Je me le souhaite pas, mais est-ce que je vais être tout seul en fait à la fin vraiment, et est-ce que Alice et Martin vont m'appeler? C'est des trucs qui sont aussi cons que ça, parce que la solitude, c'est un des trucs qui est un des pires fléaux. C'est pas le pire fléau, mais c'est un fléau de ouf, et ça fait vraiment mal de te sentir seul et de dire, est-ce que je vais réussir à construire quelque chose de suffisamment fort pour que ces enfants, en fait, plus tard, quand je serai vieux, quand je serai dans le besoin peut-être, je ne l'espère pas, je serai peut-être dépendant, on verra, est-ce qu'ils seront là pour moi? Et après, en fait, c'est un pote qui m'a dit, mais tais-toi, en fait, tu construis une relation, et c'est pas parce que tu as un lien de sang que tes enfants te doivent des choses. Il y a d'ailleurs, regarde tous les exemples qu'on lit dans la presse ou qu'on peut avoir autour de nous, de gens finalement qui ont coupé les ponts avec leurs parents, etc. Donc, mais ça fait partie d'un petit truc qui surgit autour de moi, mais c'est pas ce qui va me pousser à essayer de créer quelque chose avec eux, pas du tout. C'est pas la peur du manque ou d'être tout seul plus tard, mais c'est très compréhensible en plus, hein. Tu dis que c'est un peu idiot, mais je pense pas, je comprends tout à fait ce truc de en fait, est-ce que ces enfants vont continuer à exister en fait, ou dans mon monde, quoi. Je trouve que il n'y a pas ce lien de sang qu'on a tendance à croire dans la société, que le lien de sang est plus fort que tout, mais c'est faux en fait. À partir du moment où tu es un parent abusif, je trouve ça assez sain que tes enfants finissent par te quitter d'une manière ou d'une autre. Et si toi en tant que personne, en tant que beau-père, tu leur apportes quelque chose, je trouve que c'est au contraire normal qu'ils aient envie de continuer à te voir, quoi. Oui, je pense aussi. Enfin, okay. Encore une fois, le lien de sang ne fait pas tout, mais c'est juste que le truc aussi dont je suis content, parce que où je suis content, ça ne se dit pas. Le truc dont je suis content aussi, c'est que grâce à eux, et c'est très étonnant, enfin, je me sens beaucoup plus apaisé. C'est-à-dire que c'est vraiment que ça soit Barbara ou les enfants, enfin c'est un îlot de stabilité, et c'est un truc qui est absolument génial. C'est-à-dire que, enfin, pour moi, généralement, moi je suis du matin, enfin, c'est moi qui m'occupe des enfants et qui leur prépare le petit déj, etc. Et en fait, j'ai jamais vécu ça comme une contrainte. Alors par moment, suite à un lendemain de soirée ou ce genre de choses, ça peut être un peu dur, mais je trouve ça cool de me lever, d'être obligé en fait de te lever le matin, parce que en fait, tu dois t'occuper des enfants, tu dois faire des choses. Enfin, c'est un moteur qui est plutôt chouette, et même dans des périodes où tu te doutes parce que tu es en train de créer ta société, ou même à l'époque où je travaillais, où il y avait des trucs qui étaient pénibles et tu avais juste envie de tout envoyer valdinguer, tu te dis non, en fait, juste pas, t'as pas le droit. Déjà, c'est idiot, c'est bon, arrête de faire ta drama queen, et puis parce que je suis pas mal en drama queen, et puis au-delà de ça, c'est juste, enfin, il y a des enfants, donc c'est pas pour leur montrer l'exemple, mais c'est de leur dire, il y a une autre variable qui rentre en ligne de compte, donc lâche pas, et puis surtout aussi, moi j'arrête pas de répéter des choses à Alice, parce qu'elle me dit, ouais, j'adore la danse, j'adore machin, j'adore le truc, j'aimerais bien devenir danseuse ou actrice, etc. On verra, hein, c'est des rêves d'enfant pour l'instant. Je lui dis ok, franchement, et ces deux parents, c'est la même chose, c'est fais ce que tu veux, par contre taffe, juste taffe.
parce que à un moment donné, si tu veux devenir tu veux avoir une chance d'émerger quelque part dans quelque chose, faut juste que tu travailles. Et vu que moi aujourd'hui, j'ai envie de devenir auteur et que mes histoires soient intéressantes, en tout cas j'y travaille et je m'entoure aussi pour que ça soit le cas. Je travaille en fait. Je suis pas en mode dilettante à me dire oui, il paraît que j'ai un truc, soi-disant parce que 2-3 personnes m'ont conforté là-dedans, donc je vais me reposer sur mes lauriers. Non, j'ai pas le choix en fait. Il faut que je travaille, un peu le soir par moment, un peu le week-end, que je m'arrête jamais. Alors par contre, je m'arrête pour eux, c'est-à-dire que tous les soirs, pas tous les soirs, mais en tout cas le plus souvent possible, j'essaie d'être là à l'heure le soir vers 19h. Et de commencer à faire à manger pour que tout soit prêt, qu'on passe du temps ensemble, etc. Ça aussi c'est important pour moi et je veux essayer d'ailleurs d'avoir un peu plus de temps, notamment justement pour parler des histoires, essayer de créer des choses ensemble pour qu'on s'amuse, qu'on s'amuse et qu'on crée des choses et qu'on construise des moments à nous. Et ce qui est super cool aussi, c'est que pareil, Barbara me laisse ce temps-là et ça c'est aussi important. T'es un vrai daron en fait, hein. J'ai envie de te dire, d'après tout ce que tu es en train de me raconter, depuis j'ai des responsabilités, donc en fait faut pas que je déconne dans le boulot, parce qu'en fait en vrai il y a des enfants derrière, jusqu'à j'ai envie de prendre du temps, c'est des trucs de daron ça, hein, pas, tu vois, de vrais darons entre guillemets. Comme quoi le lien du sang fait pas forcément tout, quoi. Revenons aux histoires si tu veux bien, parce que j'ai vraiment la sensation que alors je sais pas en fait à quel point ton envie d'aller vers les histoires t'as incité à... Enfin, en tout cas, t'as été incité à aller vers les histoires pour créer un lien avec ces enfants-là qui soit un peu naturel et qui soit en tout cas une passion commune qui pourrait être cool, quoi, tu vois. Forcément, ça reste encore le truc le plus simple. On a eu des darons qui jouent aux jeux vidéo avec leurs enfants, etc. Toi, peut-être que tu t'es dit, ok, je vais leur raconter des histoires. Ça t'est venu d'où, en fait, cette idée ? J'ai tellement pas de mémoire que je peux pas te dire. Je pense que c'est un moment. T'as un souvenir marquant alors, voilà. Ouais, c'est juste qu'à un moment donné, je me suis dit que ce serait cool de leur raconter des histoires parce qu'en fait, j'avais envie. Voilà, c'est tout. C'était aussi, c'est une envie soudaine comme ça de me dire, ouais, je peux vous raconter des histoires si vous voulez, ça vous intéresse, est-ce que vous avez envie, plutôt que ce soit des livres, etc. Et puis ils ont tout de suite dit oui. Ça te vient de quelque part, dans tes parents, ta famille, des gens qui faisaient ça, parce que c'est pas forcément un truc très naturel, tu vois. Ça me vient de les histoires, ça me vient de quand j'étais, ça devait être quand j'avais 8 ans, 9 ans. Moi j'ai toujours très peu lu, alors c'est très rigolo, hein. C'est-à-dire que j'essaie d'écrire des histoires mais je lis peu, alors maintenant je suis obligé de lire beaucoup pour quand même m'inspirer, essayer de comprendre comment on construit des histoires, des textes, etc. Mais à l'époque en fait je lisais peu, par contre je regardais énormément de dessins animés, en fait le soir je me refaisais le film et je me faisais un mash-up de tous mes dessins animés préférés pour m'endormir moi-même. Je m'auto-endormais en me racontant des histoires, si tu veux. Ça a duré jusqu'à ce que j'ai 11-12 ans, à peu près. Puis après, j'ai arrêté. J'ai écrit un petit peu, etc. Mais c'est vraiment de cette époque-là où, finalement, mon papa et ma maman me lisaient pas forcément d'histoires. Enfin, si, ils m'en lisaient quand j'étais plus petit. Mais quand t'as 8-9 ans, en fait, t'as moins ce moment, en fait, de c'est l'heure du conte ou l'heure de l'histoire avec tes parents. Parce que tes parents te laissent plus en autonomie, en fait. Ouais, c'était dire, voilà, je peux vous raconter des histoires si ça vous intéresse, ça vous botte. Ils ont bien aimé. Après, je leur ai dit, écoutez, donnez-moi des thèmes. Ok, ça les faisait marrer. Et puis, ça permettait aussi de créer un moment entre eux. Alors, ils sont super proches l'un de l'autre, malgré la différence d'âge. Mais c'était aussi de recréer un autre moment où ils sont ensemble et puis ils peuvent se marrer tous les deux, ou en tout cas vivre une aventure tous les deux, etc. Et donc au départ, tu leur improvisais une histoire, en tout cas. Ouais, j'aime bien l'impro. J'en ai fait pendant 2 ans et demi. C'est vraiment un truc absolument formidable. Et pour tous les gens qui écoutent, si à un moment donné vous avez envie de vous lancer dans l'impro, il y a plein de ligues, il y a plein de gens formidables qui donnent des cours partout en France. Et il faut pas hésiter parce que ça apprend un truc, c'est le lâcher prise, et puis de se dire que n'importe quelle proposition est la bonne, faut élaborer, faut construire en fait sur des propositions, il n'y a jamais de mauvaise idée. Pour les gens qui connaissent pas, ça consiste en quoi en fait, les ligues d'improvisation? Les matchs ou le théâtre d'improvisation, ça consiste à ne pas savoir, enfin avoir des mots ou un cadre qui peut être imposé, et après en fait d'être face à l'autre ou à des autres, mais généralement dans des matchs c'est du 1 contre 1 avec des gens qui peuvent tourner, et d'être obligé de construire une histoire
sans jamais refuser la proposition de l'autre. On accepte la proposition, on part du contexte, du principe, pardon, pas du contexte, que ce qui m'est proposé, ça existe, c'est vrai, et donc jamais je ne vais dire non, jamais je ne vais dire c'est nul, ou jamais je ne vais essayer de contourner tout ce qui m'est proposé pour amener l'histoire là où j'en ai envie. C'est un match en fait où on construit quelque chose ensemble, on construit quelque chose avec un adversaire, et ou avec des gens qui font partie d'une troupe, etc. Et c'est absolument formidable et grisant. C'est vraiment moi j'ai kiffé, j'ai arrêté parce que je suis jusqu'au boutiste, donc en fait j'étais rendu à faire 3 cours le soir plus le week-end, etc. Enfin à l'époque je me suis dit non, en fait j'avais envie de faire autre chose aussi à côté, donc t'as tout arrêté plutôt que de continuer. Ok, exactement, je comprends. Voilà, sinon c'est pas bon. Je pille l'idée. Voilà, le seul truc que je continue, alors qu'à un moment donné j'étais vraiment hardcore gamer, c'est je continue à jouer parce que j'arrive plus à maîtriser mon temps. Ça dépend des moments, mais tu joues à quoi? Je joue énormément à World of Warcraft. J'ai jamais arrêté. Voilà, depuis que ça s'est lancé, depuis 14 ans, même depuis 15 ans, j'ai jamais arrêté. Je joue aussi à des jeux de cartes en ligne, et puis sinon à des jeux de rôle. Ou des jeux type point and click comme The Wolf Among Us que j'ai beaucoup aimé, où là je me refais Life is Strange parce que le 2 va arriver dans pas longtemps, et même si tout ne sera pas forcément connecté, j'avais envie de me remettre dedans, c'est absolument génial. Enfin, plein de jeux à droite à gauche, mais majoritairement quand même encore World of Warcraft. Ok. Donc l'idée, pour revenir à l'improvisation, pour revenir aux... Non, pardon, c'est moi qui te fais digresser, tu sais, donc t'excuses pas de raconter si je te pose des questions. Pour revenir aux histoires, donc à la base, vraiment l'objectif c'était de rebondir sur cette passion que tu avais pour l'improvisation, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'était de se dire, en fait, j'avais fait des exercices à une époque de dire, t'aimes bien écrire, t'aimes bien les histoires, donc fais des histoires improvisées. J'avais fait un espèce de faux blog nul où je publiais je publiais mes histoires, elles sont plus du tout dispo, et puis en plus quand tu les relis tu te dis oh là, mais c'était de dire t'as 1 heure pour écrire une histoire, essayer de la structurer autant que possible, et puis après t'as une demi-heure pour essayer de la réécrire, faire attention à la structure, etc. Bon, évidemment c'est pas assez, mais ça donnait des trucs, enfin certains trucs étaient assez intéressants, et d'ailleurs je les ai repris et j'ai amélioré pour le projet actuel. Et donc ouais, j'ai repris ça, mais en mode plus conte, en me marrant à faire des voix à droite à gauche pour ancrer un peu plus les personnages et permettre à Alice et Martin de faire travailler leur imaginaire. Pas les confronter, encore une fois. Alors, les images c'est vachement bien, les vidéos c'est top, mais à un moment donné aussi c'est de les couper de ça et de leur dire ok, vas-y, t'imagines ce que tu veux. C'est un enfant. Ouais, mais alors par moment il me pose des questions sur il ressemble à quoi, etc. Mais en fait je leur dis non, t'imagines ce que tu veux. Voilà, y a pas j'ai pas besoin de te dire que cet enfant c'est un petit enfant black ou quoi que ce soit. Enfin, t'imagines la couleur qu'il veut. Enfin, j'ai pas te donner un cadre. La voix peut te permettre aussi d'imaginer des choses, donc ça normalement ça te suffit. Et puis ils ont un imaginaire assez débordant, donc ça fait le job. Et donc tu leur as fait ça pendant 2 ans, c'est ça, 3 ans? Ouais, de manière sporadique. Encore une fois, c'est vraiment c'était ponctuel, par moment une fois, puis après en fait j'ai essayé d'écrire un peu plus, on va dire que j'ai expérimenté. On l'a tenu un peu en début d'année, c'était plus mes textes en fait que je leur faisais écouter. Là on est plutôt en pause parce qu'en fait toutes les histoires que je leur ai racontées qui sont déjà produites, ils les ont déjà entendues. Je prévois de leur en raconter une là cette semaine que j'avais complètement remaniée pour voir ce qu'ils en pensent aussi. Ça m'intéresse d'avoir leur retour. Et puis je pense que là ils vont partir pendant 6 semaines en vacances avec leurs grands-parents, leur mère, parce que moi je ne pars pas cet été parce qu'il faut que je me concentre sur ma boîte. L'entreprise, c'est ça. Voilà. Et puis après ils vont partir avec leur papa, et je pense que donc à la fin du mois d'août je vais avoir un nouveau stock d'histoires à leur faire écouter, et c'est au rythme maintenant d'1 à 2 par semaine. Et donc ils sont tes bêta-testeurs, quoi. Exactement, ouais. Et d'ailleurs, je me souviens d'une histoire qu'Alice Alice n'avait pas aimé une histoire parce qu'en fait tout se passait bien. Donc c'était rigolo. Il n'y avait pas de problème.
Bon, il y en avait quand même un gros, mais elle l'avait pas forcément vu, donc on a pu en parler. Mais elle m'a dit ouais, mais non, mais ça j'aime pas trop, etc. Et donc du coup maintenant j'aime bien leur demander à tous les deux ce qu'ils ont aimé ou pas aimé dans l'histoire, un petit peu. Je le fais pas assez, je pense, et donc ça fait partie des projets que j'ai à la rentrée de plus échanger avec eux sur les histoires. Donc ça sera, je pense que je leur raconterai un peu plus tôt pour pouvoir échanger après et voir même leur redemander 2-3 jours plus tard ce qu'ils en ont pensé. Et ma plus grosse victoire, par contre, alors ça j'étais super fier, c'était quand j'avais repitché une histoire à Alice en disant tu te souviens de celle-là, et elle me fait ah ouais non c'était ça, il se passait ci, ça. Je fais ah ouais c'est cool, et je lui avais raconté genre 4 mois avant et elle s'en souvenait, donc ouais t'es content quoi. Comment t'en es venu toi à te dire à passer de tiens en fait je fais de l'impro et puis après peut-être tu disais que t'écrivais en fait vers 11-12 ans, c'est ça, après avoir ouais c'était en mode dilettante nul hein, et à te dire ok je vais écrire des histoires, mais en plus je vais non seulement écrire des histoires mais écrire des histoires pour les enfants, parce que c'est quand même un truc un peu particulier quand on est un adulte. Ouais, et puis surtout vu comment aujourd'hui tout est en train de mal se passer malheureusement pour les auteurs de manière générale, et puis dans le secteur jeunesse c'est encore pire que tout, parce qu'en fait je voulais juste un projet à moi. Voilà, un projet à moi. J'ai bossé pendant 13 ans, je crois, ouais, peut-être plus, dans le monde de la com, de la pub, du web. J'adorais cet univers, j'adorais mon job. Les gens avec lesquels je bossais étaient pour la plupart très chouettes, certains pénibles, mais même les pénibles m'ont apporté des trucs de ouf. Mais voilà, c'est la vie de l'entreprise. Et en fait, à un moment donné, j'ai eu un choix à faire dans ma carrière. Est-ce que je continue dans ce milieu-là, soit en continuant dans la structure dans laquelle j'étais, aller dans une autre, ou même faire un peu autre chose. Et en fait, mais c'est vraiment, je me suis réveillé un matin, il était 10h et j'étais pas réveillé, j'étais au travail. Je devais prendre une décision et j'ai envoyé un SMS à Barbara en disant en fait, je veux pas faire ça, je veux pas faire ça, je veux pas faire ça, je veux écrire des histoires pour les enfants. Parce que c'est un truc viscéral en fait qui est ressorti. Il y avait, alors je sais plus si c'était Spielberg. Ça devient d'où? Ouais. En fait c'est juste il y avait une vidéo à un moment donné qui tournait sur les internets avec Spielberg qui disait t'as une voix au fond de toi. Alors c'était peut-être autre chose, c'était peut-être pas Spielberg, c'était quelqu'un d'autre. Mais qui dit si t'as une petite voix au fond de toi en fait qui revient de manière lancinante, pas tout le temps, mais qui revient de manière lancinante et qui te dit un truc et que t'as la possibilité de le faire. Bah, lance-toi. Et en fait, le truc, c'est que j'ai pu me lancer aujourd'hui, je peux me lancer parce qu'on a la chance d'être en France. Il y a plein de défauts en France, mais il y a un super truc qui s'appelle le chômage et qui permet à des entrepreneurs de se lancer. Et ce qui est cool, c'est que ça faisait 12 ans que je travaillais dans la même boîte, dans le même groupe, donc j'avais de l'ancienneté. Donc un petit matelas, pas de ouf, parce que moi j'ai demandé le minimum légal pour encaisser en fait la période de carence, et mon salaire faisait que même avec, en étant réduit, parce qu'on ne touche pas 100% de son salaire, faut pas déconner non plus, j'avais quand même suffisamment d'argent pour ne pas remettre en cause le niveau de vie de la famille. C'est-à-dire que mes 2 mois même, je l'avais dit à Barbara, c'était hors de question que si je parte, vous subissiez quelque chose. Je ne l'avais pas dit comme ça, j'étais plus ou moins comme ça. Mais c'était, en tout cas dans ma tête et dans mon esprit, c'était je fais un choix d'adulte important, je veux me lancer dans quelque chose, il ne faut pas que ma famille le subisse, parce que derrière ce serait une trop bonne excuse pour derrière moi tout lâcher parce que ma famille va pas bien, etc., ou qu'il n'y a pas assez d'argent et donc c'est la galère, etc. Donc j'avais un peu d'argent de côté, j'en ai toujours un peu, et surtout j'avais ce matelas qui m'a permis de me lancer. Mais c'est juste en fait, ça te vient comme une envie soudaine en me disant, c'était une vieille idée en fait qu'on avait aussi lancée à un moment donné pour un client qui n'avait pas voulu le faire. Et donc à un moment donné tu te dis putain j'en ai marre quoi. On a des bonnes idées a priori, alors après il y a plein de bonnes idées, il y a souvent des mauvaises exécutions, et donc je me suis dit c'est bon, t'as des compétences, t'as surtout un réseau de gens qui peuvent potentiellement t'aider, donc vas-y lance-toi en fait. C'est maintenant, t'as bientôt 38 ans, donc c'était que j'ai 38 ans, à l'époque j'en avais 37. Tu peux le faire maintenant, t'auras pas d'autres occasions, ou les autres fenêtres de tir cotorales sont peut-être un peu plus compliquées, donc vas-y en fait, là c'est le moment idéal, lance-toi. Et encore une fois, je l'avais super mal pris, comme quoi les mecs c'est un peu couillon, voire même complètement con par moment. Et je me souviens d'une prise de tête avec Barbara, parce que je lui dis mais ouais tu crois pas à mon projet et tout. Elle me dit, parce qu'elle est assez cash, elle me fait mais comment est-ce que je peux croire à ton projet, il est flou.
Et voilà. Mais en fait, je crois en toi. Et je lui dis, ouais, mais t'es nul, tu crois pas en mon projet. Alors qu'elle m'avait dit quand même le truc le plus important qui existe, et je crois en toi. Donc après, bon, je me suis calmé, je me suis excusé, et tout allait mieux. Mais voilà, t'as tout. Même mes beaux-parents et mes parents qui sont plutôt de l'ancienne école, donc faut faire attention, etc. Ils disaient ok, vas-y, lance-toi. En fait, globalement, tu n'as rien à perdre. C'est-à-dire que l'expérience que tu es en train d'engranger, mais je pense que c'est un truc aussi qu'on a du mal à comprendre en France. Déjà, Pôle emploi va vous financer, en tout cas faites en sorte de réussir à vous faire financer votre lancement de boîte par Pôle emploi. Ça marche trop bien. Moi, titre perso, je l'ai fait pendant 2 ans, j'avais du chômage, j'étais content, ça m'a permis de lancer Mademoiselle. Et surtout, en fait, quoi qu'il arrive, si vous arrivez à, comme tu dis, à tenir à un certain niveau qui ne met pas en péril votre boîte, vous allez apprendre tellement de choses pendant le lancement de cette boîte que ça vaut à la limite beaucoup plus que de rester dans votre boîte où vous êtes en train de on va dire, mollement apprendre des trucs ou stagner, quoi. Donc, faut le faire, quoi. Ouais, et puis, encore une fois, c'est quand t'es soutenu par ta famille. C'est important. C'est le truc quoi qu'il arrive, c'est le ça. truc le plus important. C'est une des questions qu'on vous pose quand vous cherchez des financements. C'est comment ça se passe. Donc généralement, il faut répondre oui. C'est un peu comme le questionnaire de Pôle emploi. Est-ce que vous avez trouvé un travail et que vous en avez pas, vous cochez la bonne réponse pour continuer à avoir vos allocs. Et puis c'était aussi, même je pense un peu quelque part, pas vraiment pour les enfants, parce que je l'ai vraiment fait pour moi, mais c'est de dire voilà, tu construis un truc et puis tu montres que, et c'est ce que j'essaye de faire maintenant, c'est je travaille en me disant ouais, je travaille pour moi, pour ma satisfaction personnelle, mais aussi pour montrer aussi aux enfants que ouais, on peut se lancer, c'est possible. Après, il faut le faire dans certaines conditions, etc. Et j'essaye de leur expliquer. Comme il n'y a pas longtemps, c'était avant-hier, je me suis pris, on va dire, la première baffe sur mon contenu, où en fait on m'a dit que globalement mon contenu était assez faiblard, etc. Et que si je voulais émerger d'un point de vue RP, média, il fallait que j'ai des auteurs. Donc heureusement je suis schizophrène, donc le businessman a dit ok, propre, pas de souci, normal. J'y avais pensé. Bon, l'auteur, il a bien réagi, mais alors le lendemain il était dévasté, mais de ouf. Et en fait j'en ai parlé aux enfants parce que je faisais un peu la tête, etc. Et enfin la veille, pas le lendemain, je les avais pas vus, mais le soir au dîner, vu qu'on était que tous les trois, je leur ai dit voilà, parce que Alice me demande t'as eu des bonnes nouvelles, est-ce que ça s'est bien passé, etc. ta journée. Et donc voilà, je lui dis non, là c'était un peu compliqué. C'était un peu compliqué parce qu'effectivement faut être capable d'encaisser ce genre de truc, et donc Martin me disait ouais mais pourquoi, et donc c'était rigolo encore une fois d'échanger autour de ça et de leur expliquer que ouais non mais c'est pas grave, des avis négatifs il y en aura, et puis même dans un avis négatif il y a toujours quelque chose à en tirer. C'est extrêmement dur, hein. Encore une fois c'est facile là, je l'ai digéré depuis, mais c'est quand même compliqué. Et ce qui est intéressant chez toi, c'est que tu as justement ce double aspect, c'est-à-dire que tu n'as pas juste monté cette plateforme en te disant je vais aller chercher des auteurs, c'est que tu avais cette velléité-là aussi, cette envie d'écrire des histoires. C'est pas forcément le cas de tout le monde, quoi. Non, mais encore une fois, j'ai quelque chose, ça intéresse des enfants, il y a d'autres gens qui m'ont fait des retours plutôt positifs, donc tu te dis pourquoi pas. Aujourd'hui, la petite newsletter que j'ai, il y a une centaine de personnes qui la lisent par mois, je n'ai pas fait de pub, donc je suis content. Donc voilà, tu te dis bon, il y a un truc, mais après l'idée derrière ce projet, mais on n'est pas là pour en parler, pour parler de ça, ça va être de faire venir, c'est ce que j'explique aussi aux enfants, c'est de leur dire en fait ce projet-là, c'est pas moi. C'est pas moi Mathieu qui vais devenir la Resta, Roald Dahl et compagnie, c'est pas le sujet. Moi ce que je veux c'est qu'il y ait d'autres auteurs et surtout d'autres auteurs très vite qui puissent me rejoindre pour pouvoir publier avec une nouvelle manière. Je leur expliquais aussi, je veux essayer de rémunérer différemment les auteurs pour avoir une meilleure redistribution des richesses. C'est mon côté de gauche. Donc voilà, et on leur explique, je leur explique un tout petit peu, car en ce moment on est plus en train de parler de football et je suis plus en train d'essayer d'expliquer à Alice que l'Angleterre est nulle. Non, en fait, ok, d'accord. Alors, on peut critiquer la qualité de match d'hier, mais en fait, ils sont quand même en quart de finale.
Donc ils sont pas nuls. Quand on arrive en quart de finale, on n'est pas nuls. Elle a des avis sur le foot alors, Alice? Ouais, bah leur père est fan de foot, de ouf, donc elle est et puis en fait elle dit qu'elle aime pas, mais en fait c'est comme sa mère en fait. Elle dit qu'elle aime pas, mais en fait elle a un avis sur toutes les équipes, etc. Donc ça me fait marrer quoi. Comme le Japon, elle disait que l'équipe était nulle. Je fais Japon, nul. Alors déjà, t'as pas vu Olivier Tom, c'est vrai. Mais et d'ailleurs, je prévois parce que c'est en train d'être rediffusé. Il y a une nouvelle version qui est sortie là. Bref, j'ai envie de faire regarder ça à Martin et Alice. Bah oui, c'est génial, Olivier Tom. C'est formidable. Faut passer en général. Ce qui est cool, c'est que si tu les regardes, tu peux passer en avance rapide les moments où ils remontent le terrain pendant 4 heures là, tu sais. C'est ça. Mais ça a changé là. Dans la nouvelle version, c'est un peu moins. C'est quand même mieux monté. Il y a toujours des longueurs, mais il y en a quand même un peu moins. Mais voilà, je dis le Japon quoi. Les mecs de ouf, et puis j'étais tellement content au match Japon-Belgique parce que les mecs ont fait des actions de ouf, voilà. Et c'est intéressant aussi encore une fois d'utiliser un peu tous les moments que tu vis, même les avis que peut avoir. Alors au départ j'étais plutôt dans le non et je t'explique. Non, je t'explique. Non, et maintenant je crois qu'il y a un truc qui a cliqué un peu dans ma tête en disant je vais essayer de t'expliquer mon point de vue, elle est pas forcément d'accord, etc. Et donc non, c'est rigolo. T'es moins dans le je vais t'expliquer la vie que raconte-moi tout. D'accord. Rapport à tout ce qu'on a pu vivre quand on était enfant, etc. Et puis te dire voilà, c'est comment est-ce que tu construis un dialogue, t'essayes. Alors, tout ne sera jamais rose, hein, c'est pas possible. Mais voilà, c'est leur expliquer aussi dans les réactions qu'on peut avoir, essayer de faire attention, de pas trop ruminer. Alors ils ruminent pas, donc c'est plutôt cool. Mais de faire attention à ça, de faire attention à la manière dont on parle aussi. T'avais des parents un peu sévères? Mon papa était sévère, ma maman non. Voilà, c'est le schéma classique. Voilà. Non, mon papa était super exigeant, mais après on l'a compris tous, parce que j'ai un grand frère et une grande sœur. Mon frère a 14 ans de plus que moi et ma sœur 12. Donc eux, ils sont très vieux maintenant. Mais mon papa était très sévère, mais c'était pour notre bien. C'était pour nous donner en fait toutes les cartes pour plus tard. Mais le nombre de fois mais même quand j'avais encore je travaillais à l'époque et que je rentrais à la maison et que je jouais le soir, mon père me disait mais te couches pas trop tard. Je fais papa, je travaille, c'est le week-end, j'ai le droit de faire ce que je veux. Mais et puis après des bonnes grosses engueulades avec mon père aussi sur le fait que je m'intéresse pas à mon travail. J'ai commencé ma vie professionnelle en fait dans le web, mais à côté de ça je bossais pour un projet absolument formidable qui s'appelle la Blogothèque. Voilà, au début des concerts à emporter, etc. Et j'étais admin système en fait du site, je faisais le développement, etc. grâce à Cride qui m'en avait donné l'opportunité. Et mon père comprenait pas, il me disait mais tu te fais pas payer. C'est ce genre de choses. Donc, on va dire que le côté dur de mon père a continué pendant longtemps. Mais ce qui a été absolument formidable, c'est qu'à un moment donné, je lui ai dit écoute, papa, si tu ne t'intéresses pas à ma vie perso et que tu ne t'intéresses qu'à l'argent, mais encore une fois, je savais que c'était pour mon bien, mais que tu ne me parles que de salaire et compagnie et de carrière, on n'a plus rien à se dire. C'était dit sur un autre ton. Plus véhément, peut-être. Voilà. Ouais, je suis assez sanguin. Et donc, du coup, ce mec, mon papa, il a changé en fait quasiment du jour au lendemain. Il s'est intéressé, alors beaucoup trop, du coup. Mais réellement, il continue aujourd'hui. Et d'ailleurs, ils me soutiennent sur mon projet, donc c'est assez ouf. Pourquoi tu dis beaucoup trop ? Non, parce qu'en fait c'était quasiment trop, il posait trop de questions et compagnie, parce qu'il essayait de se racheter entre guillemets, de rattraper le temps perdu, etc. Mais c'était non, maintenant il a compris beaucoup de choses, il a encore des défauts, mais ça c'est normal, on ne change pas et on en a tous. Mais voilà, et donc je ne sais plus pourquoi je parlais de ça, mais c'était effectivement sur le côté essayer de pas être trop sévère, essayer de pas trop être trop cassant avec les enfants, même si je le suis par moment forcément. Et essayer de dialoguer et d'échanger, ce qui est encore une fois pas évident tout le temps. En plus, quand on est sorti d'une journée de travail ou ce genre de choses, ça n'est pas évident, mais expliquer aussi, alors ça c'est formidable, c'est Alice ou Martin, c'est je sais pas quoi faire, je sais pas, ennuie-toi, c'est bien.
leur faire comprendre l'intérêt de l'ennui, etc. Mais non, mais enfin moi je kiffe. Hein. Franchement, cette vie de beau-père, malgré les tout petits doutes que j'ai, dont j'ai parlé au début. Je la kiffe de ouf. C'est-à-dire que jamais de ma vie je me séparerai de cette famille. Et je me battrai, je mettrai toute la bonne énergie qu'il faut pour essayer de continuer, parce que, encore une fois, les trois, donc Alice, Barbara et Martin, c'est des gens fous, mais pour moi, c'est ma famille et t'y touches pas, quoi. Sinon je te bute. C'est direct. Mais c'est bon bah voilà, t'es un daron quoi. C'est comme quoi ça prouve bien que effectivement t'as sans doute trouvé ta place dans cette famille-là qui existait en fait quelque part, et je pense que t'as réussi à y faire ton trou et à creuser ton truc parce que j'ai pas l'impression que t'es en train de te travestir ou d'avoir changé complètement de façon de voir les choses quoi. Je pense que c'est super important aussi que t'aies réussi à trouver ta place de façon très naturelle par rapport à qui tu es. Ouais, je pense que rien n'a été forcé. Et je pense que c'est ce qu'il y a de plus important. Et encore une fois, alors que moi je suis quand même un mec qui se pose encore une fois beaucoup trop de questions, je m'en suis quasiment pas posé. Mais réellement pas. Enfin, hormis cette question importante de est-ce que tu veux un enfant ou pas, parce qu'à un moment donné tu peux pas ressurgir à 40 ans, oui coucou je veux un enfant, non en fait non, à un moment donné essaye. Alors après tu peux avoir envie d'un enfant plus tard, hein, rien n'est ancré dans le marbre, mais il fallait que je sois assuré avec moi-même quoi, parce que encore une fois tu construis quelque chose avec des enfants et à un moment donné tu t'es pas en train de leur dire bon bah finalement j'ai fait 3 ans avec vous, je me casse parce que je veux un enfant, avec votre mère on veut pas, enfin bon, bref, encore une fois il y a une responsabilité, mais de toi, vis-à-vis des enfants, vis-à-vis de toi-même, vis-à-vis de ta compagne, enfin de tout quoi. C'est un truc qui est pas évident, et je pense qu'il y a beaucoup de pères qui se rendent compte de ça une fois qu'ils ont leur premier enfant à eux, si tu veux. Moi j'ai souvenir vraiment d'avoir eu ce sens des responsabilités qui m'est tombé sur le coin de la gueule le jour de l'accouchement, si tu veux, quand tu découvres cet enfant-là. Je trouve que c'est génial de ta part que tu aies réussi à avoir ça ancré en toi. Tu vois ce que je veux dire, ouais. sans avoir vécu ce moment qui est un peu animal et viscéral de c'est ma chose quoi, tu vois, c'est mon enfant, c'est mes gènes, c'est mon machin quoi. Bravo quoi. Merci. Mais non, je sais pas s'il faut dire bravo, mais ça s'est fait naturellement et je me suis moi-même étonné, mais c'est encore une fois, t'es là, t'as fait un choix, tu le subis pas. Hein, voilà, c'est quelque chose que t'as embrassé toi-même. Bon bah maintenant faut faire quoi. Et j'ai vraiment, mais très honnêtement, jamais eu l'impression de subir quoi que ce soit. Si ce n'est des obligations pénibles comme être obligé d'aller faire les courses un dimanche matin, un lendemain de cuite, parce que les enfants reviennent et que non, tu ne peux pas te permettre de continuer à manger des pâtes pendant encore une semaine. Déjà pour ta propre santé, mais aussi pour l'équilibre alimentaire de tes enfants. Voilà, mais c'est des non-contraintes en fait. C'est plutôt j'aime bien cette vie, elle est chouette. Bon, merci beaucoup Mathieu. J'ai une dernière question que je pose à tous mes invités. Si demain, dans 10 ans, pas demain, mais si dans 10 ans Alice et Martin écoutent ce podcast, alors je sais pas dans quel format ça sera sur l'internet, et qui retombent sur cette vieillerie, sur cette archive, et que tu as un truc à leur dire, qu'est-ce que tu souhaitais leur dire? Bon, le truc que tout le monde dit, c'est que j'espère qu'ils sont là où ils veulent. Et surtout, j'espère qu'ils se souviendront d'un truc, c'est qu'il faut rien lâcher quand on a envie de faire quelque chose. Il faut juste travailler, mais pas dans le sens travailler comme on peut l'entendre aujourd'hui. C'est juste, faut écouter les autres aussi. C'est-à-dire qu'il faut accepter les remarques des autres, ne pas tout prendre ce qu'il y a à prendre pour pouvoir évoluer et s'améliorer. Voilà. Et j'espère qu'ils le feront et qu'ils seront là où ils veulent. Et qu'ils se sentent bien, parce que bon, le monde il va être un peu dur, je crois. Voilà. C'est sûr que c'est pas gagné pour eux, quoi. J'espère qu'ils vont garder ce sourire en fait qu'ils ont tout le temps, et parce que ça c'est aussi extrêmement important, du sourire et de l'envie et du travail. Merci beaucoup Mathieu.
Merci à toi. C'était super, vraiment. Je te souhaite vraiment toute la réussite possible pour ton projet qui a vraiment l'air très cool et tu as l'air d'être hyper habité de tout ça. Et puis, super belle vie avec cette famille là, avec qui tu as l'air de t'entendre à merveille, quoi. C'est trop bien. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Salut. Salut. Et voilà, c'est terminé pour cet épisode avec Mathieu. J'espère qu'il vous aura plu. Surtout, n'oubliez pas, si vous avez une histoire de daron ou quelque chose qui fait de vous un daron un peu à part, vous m'écrivez sur histoirededaron@gmail.com, je ferai en sorte de vous répondre. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Vous pouvez m'envoyer un message sur ma page Facebook Histoire de Daron ou sur mon Instagram perso. Je suis sur FabFlorent, c'est mon nom d'utilisateur, FabFlorent. J'adore recevoir vos messages et je fais en sorte de répondre au plus grand nombre. Enfin, si le concept vous plaît, merci d'en parler autour de vous, partagez sur vos réseaux sociaux. Le bouche à oreille, c'est encore le meilleur moyen de faire connaître ce programme. Enfin, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode d'Histoire de Daron. Ça sera le premier lundi d'octobre, qui cette année tombe le 1er octobre. Une date d'autant plus importante dans ma vie que c'est aussi le jour de l'anniversaire de Mademoiselle.com, le magazine que j'ai lancé il y a 13 ans. Alors oui, bon anniversaire Mademoiselle. Et d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle vie.